Alors bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, le sujet tourne autour des réseaux sociaux. On a tous compris que les réseaux sociaux avaient un petit peu bouleversé nos modes de communication. Donc ce soir, on voulait se poser la question de savoir comment ils étaient devenus ce nouvel espace d'expression et aussi de lutte. Ces réseaux sociaux, aujourd'hui, on les appelle des espaces d'expression et c'est aussi pour cette raison qu'on les appelle parfois donc, des médias sociaux. Donc on parle de liberté d'expression par rapport aux médias traditionnels car aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, toutes les opinions peuvent être représentées, peuvent s'exprimer. Premièrement, une chaîne YouTube, Thinkerview. Donc c'est une chaîne d'interviews de personnalités publiques sur des sujets très variés. En plus de ça, il n'y a aucune censure dans les propos par rapport aux médias traditionnels. On a des médias alternatifs qui se développent, comme par exemple donc, le média pour tous. Là, c'est essentiellement des reportages directement sur le terrain. Le média qui a été fondé par des proches de la France insoumise. Donc le fait que ce soit des espaces d'expression, forcément, que les gens s'expriment et débattent entre eux, ça amène parfois sur des mobilisations, comme un exemple d'actualité. Donc les Gilets jaunes, ça s'est formé finalement au départ sur les réseaux sociaux. Et donc ça permet de passer outre les médias traditionnels. Et enfin, l'exemple qui reste le plus connu, ça reste les printemps arabes, donc qui date de 2011. Et dans cet exemple-là, les réseaux sociaux finalement ont permis à des régimes, des personnes vivant sous des régimes encore autoritaires, d'entamer une transition démocratique, même si elle reste assez lente, avec encore une fois l'exemple de l'Algérie, qui montre la force des réseaux sociaux qui permettent de mobiliser les gens, donc là en l'occurrence contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Ça permet la fin de la pensée unique dans le sens où du coup toutes les opinions peuvent s'exprimer et sont représentées. Et enfin du coup grâce à cette liberté d'expression, ça permet aux gens de se mobiliser, de se rencontrer du coup pour organiser des mobilisations. Chers invités, si vous voulez rebondir sur quelque chose... Lorsque vous dites ces photos apparaissent et ensuite tout disparaît. Je crois que c'est Snapchat, c'est ça ? Voilà, tout disparaît. Et donc je voulais en savoir plus sur cette disparition. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Est-ce que ça disparaît complètement ou est-ce qu'il y a des traces Snapchat a été créé pour pouvoir éviter les photos permanentes qui restaient sur le net, qui étaient principalement des photos de nus, entre amants, entre jeunes qui jouaient là-dessus et qui se retrouvaient après la rupture définitivement sur le net. Donc Snapchat a été créé pour ça, pour pouvoir continuer à jouer. Par contre, comme dans tout effet, il y a toujours une parade. Et la parade a été trouvée rapidement parce que ok, les photos disparaissent, mais on peut faire une copie d'écran. Mais quoi qu'il arrive, si on demande c'est des démarches très longues, mais si on demande à Facebook de nous envoyer le petit disque dur de notre vie facebookienne, et même nos suppressions sont dans leur banque de données. Est-ce que ça peut être le cas avec Snapchat Oui. Bien sûr, tout ce qu'on publie sur Snapchat, tout ce qu'on envoie, de toute manière, même si ça reste 10 secondes ou 24 heures pour les stories, tout est sauvegardé quelque part. Hein. C'est un disque dur, comme tu dis, aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on partage et ce que l'on envoie. Même quand on envoie une photo en privé, aujourd'hui, la photo, elle est quelque part, vous imaginez bien, parce que ça passe par un réseau. Oui, effectivement, il faut faire attention à ce qu'on envoie parce que Snapchat enregistre tout. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison qu'on pourrait dire sociologique au fait que les jeunes actuellement disent que Facebook c'est un réseau de vieux et ils le désertent ? Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Comme je disais tout à l'heure, Snapchat c'est le réseau social le plus vivant. C'est-à-dire, moi personnellement, je suis utilisateur de Snapchat dans ma vie personnelle. C'est également professionnel parce que je travaille dans les réseaux sociaux, dans la communication. Mais aujourd'hui, Snap, tout le monde fait les snaps. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'algorithme de Snapchat. Explique. Je fais une petite vidéo pour filmer que je suis dans l'émission. Je la partage dans ma story. Et moi, par exemple, sur Snap, j'ai 200 à 300 personnes qui me suivent chaque jour. Donc, j'ai 200 à 300 vues. Et en fait, je vois qui me regarde. Et les jeunes, aujourd'hui, sont plus sur Snap, je pense, parce que ça correspond, je pense, à la mentalité
Et aujourd'hui, Snapchat, c'est des vidéos où on peut ajouter des filtres pour avoir une peau plus belle, pour avoir des yeux très clairs. Mais là, on part carrément dans du fake, puisque c'est pas vrai, en fait, quand on enlève le filtre, on n'a pas du tout la même tête. Mais aujourd'hui, comme disait Tania, et elle a totalement raison, c'est l'image. Aujourd'hui, les gens ils sont à fond sur leur physique, sur leur image. Moi, je trouve que c'est super intéressant aussi de dire que finalement, on a l'impression que c'est un lieu de créativité, d'inventivité. Mais comme tu le dis, c'est aussi un lieu où on va retrouver tous les clichés, tous les stéréotypes. En fait, ça montre aussi à quel point ces réseaux suivent aussi, d'une certaine façon, des tendances de la société qui, là, pour le coup, ne sont pas du tout nouvelles. Et qui sont des tendances vraiment très ancrées, très traditionnelles, très conservatrices, et que l'on voit être reprises et adaptées avec quelque chose d'un peu fun, qui sont en fait autant de stéréotypes et de critères qui sont liés à une domination occidentale, par exemple. Aujourd'hui, on a développé la publicité sur les réseaux sociaux. Snapchat et Instagram, oui, c'est les réseaux les plus c'est là où on fait de la publicité. Facebook, ça existe, la publicité sur Facebook, mais c'est moins... En tout cas, moi, dans mon travail, on travaille seulement avec Snap et Instagram. Et on travaille... Ouais, c'est plus impactant parce qu'il y a plus de monde, tout simplement. Il y a plus d'enfants aussi. Il y a plus d'enfants, d'adolescents. Sans Facebook, au niveau professionnel, ça serait quand même encore difficile de s'en passer. Parce que c'est là que va s'organiser énormément de mobilisations, d'événements. Peut-être plus d'ailleurs que sur Instagram, que je suis beaucoup plus Instagram. Instagram, il y a du texte, bien sûr. La cible n'est pas la même. Sur Snapchat, on est adolescent. Et le réseau professionnel, pour l'instant, ça importe peu, quoi, hein. Ce qu'il faut, c'est se montrer les copains, les copines, se créer un réseau. Voilà, donc c'est créer la différence entre le besoin de Facebook, qui est toujours utile maintenant pour des un peu plus adultes, et en tout cas qui ont besoin d'utiliser cet outil d'une façon professionnelle. Après, aussi, ce qui était intéressant de voir, parce que vous citez beaucoup les différences de génération, et je pense aussi que du côté des jeunes, Facebook est pollué par les darons, quoi. Les enfants, ils veulent pas que ce qu'ils partagent, ce qu'ils disent, papa, maman, tonton, tata, même mamie Marcel, elle a son compte, quoi. Aujourd'hui, à l'époque de Facebook, on n'avait pas les influenceurs. Les influenceurs, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est une personne, c'est un être humain, mais qui est beaucoup suivi sur Instagram ou sur Snapchat. C'est quelqu'un, prenons l'exemple, je sais pas, de par exemple Nabila, je pense que vous connaissez tous Nabila Benatia. Aujourd'hui, elle a 4 millions de followers sur son Instagram, c'est-à-dire qu'il y a 4 millions de personnes qui sont abonnées à son compte Instagram. Et c'est pour ça que d'ailleurs la publicité sur les réseaux sociaux s'est démocratisée et a évolué, parce que quand on a une personne qui est suivie par 1 million de followers, on fait de la pub. Et avec Facebook, on n'a pas ce truc-là d'influenceurs. Il n'y a pas une personne, même les plus gros comptes, les plus grosses personnalités qui sont suivies à l'heure actuelle, que ce soit régional ou ailleurs, il n'y en a pas un qui n'a pas au moins acheté un pack de followers. Il y a beaucoup de travail pour orienter le public derrière sur des idées, sur des images. Et clairement qu'après, il y en ait des nouveaux qui se créent pour échapper aux darons, aux vieux, c'est clair. Et il y en aura d'autres très vite. Quand vous allez vieillir un peu, il y en aura d'autres. Ça va changer. Ce que l'on voit, en plus, est lié à une série d'algorithmes de ce qui nous est présenté, qui, du coup, nous donne une information qui est extrêmement partielle, qui correspond à ce que l'on a, ce que l'on aime déjà. Et ensuite, que toute la mise en scène est extrêmement travaillée par rapport à des publicités, par rapport à des achats, y compris sur des petits comptes. Et c'est là où, justement, à mon avis, c'est important de rappeler que l'information, c'est pas tout et n'importe quoi qui est posté dans tous les sens. Il faut qu'il y ait de la contradiction, il faut qu'il puisse avoir du débat, de la vérification. Justement, Prune, du coup, tu as fait une campagne de lutte contre les violences au sein du couple. Penses-tu que véritablement ce genre de réseau social est devenu un espace de lutte ? Alors oui, à ta dernière question, les réseaux sociaux peuvent aussi être des espaces de lutte, très clairement. L'idée, c'était en fait de réfléchir à une façon de toucher les jeunes. Là, l'idée, c'était 18-25. En vrai, on a touché bien avant déjà, à peu près 15-25, on va dire, sur les questions de violence au sein du couple. On a l'impression justement que c'est un truc de vieux, que c'est un truc qui arrive une fois qu'on est installé et tout ça. Et on s'est aperçu, on a pas mal d'informations qui nous montrent que la violence au sein du couple chez les jeunes touche, a priori, au niveau mondial, on a un adolescent sur 5, et c'est plutôt des filles, violence physique, psychologique, sexuelle. Et on s'est aperçu que souvent, les jeunes prennent
prennent la violence conjugale pour de la passion. Ils ont l'impression de vivre un truc de dingue, que justement c'est hyper intense, que ce qu'ils vivent dans leur couple, c'est quelque chose qui n'est pas comme les autres. Non, là, nous, on vit un truc de ouf, vraiment fort et tout. Et en fait, non, en vrai, on est dans une situation de violence conjugale. Et donc, on a travaillé avec différentes personnes pour essayer de réfléchir à comment on pouvait toucher les jeunes. Et donc, l'idée, c'était justement de pouvoir toucher les jeunes là où ils étaient et donc d'aller sur les réseaux sociaux. Donc, on a construit une campagne qui est vraiment pensée sur le format Insta, avec quatre histoires qui sont composées de différentes images. La différence avec les réseaux sociaux d'avant, c'est tout de suite la portée. Comme tu disais, d'un coup, en 1 minute, en 24 heures ou même en 10 secondes, on peut avoir des milliers de vues. Tout le lycée peut avoir vu une image et ça peut détruire. On sait à quel point pour les adolescents, la question de la réputation est très importante. Et par rapport à la sexualité, c'est encore quelque chose qui est très, très figé autour de ces questions-là. L'image des filles, notamment par rapport à la sexualité, est quelque chose qui est encore un enjeu énorme chez les adolescents. On a eu l'occasion d'interviewer effectivement Lily Son sur Skype. C'est Tania ici présente qui l'a interviewée. Et du coup, on va vous diffuser un petit extrait de son interview. D'après toi, quelles sont les limites des réseaux sociaux, justement ? Alors, les limites, c'est la violence aussi qu'il peut y avoir là-dessus. C'est une dérive qui peut être très compliquée. Il y a des jeunes qui ont fait des tentatives de suicide et ça ne devrait pas exister. Et donc là, je parle du cyberharcèlement. Et après, je pense qu'en effet, pour vraiment faire avancer les choses, il faut que les gens ils se rencontrent. Que des discussions sur les réseaux sociaux, c'est sympa, ça permet de construire sa propre réflexion. Mais si on veut vraiment... je sais pas moi, faire des actions ou je sais pas, avoir une action auprès du gouvernement ou faire des manifestations où il faut se rencontrer dans la vraie vie. Ça pourrait être intéressant de réfléchir autant dans la vie réelle, on a des codes à respecter et ça serait peut-être intéressant de réfléchir à un code de conduite sur les réseaux sociaux en fait. Ce qui est surprenant, c'est qu'on n'est toujours pas mis en place des formations intégrées dans les écoles pour effectivement apprendre les codes, le fonctionnement, savoir ce que c'est que dialoguer à l'écrit, etc., sur des réseaux sociaux. Je pense que c'est capital. On en parle des fois à l'école, on se pose la question en fait, à quoi ça sert les réseaux sociaux en fait. Mais ça commence déjà par une photo déjà. Ça commence par une photo, des commentaires malfaisants, genre ouais, t'es moche et tout. Et plus ça enchaîne et ça commence après. Mais je me permets, parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant aussi de ce que vous dites, c'est qu'en vrai, les médias sociaux, c'est un miroir. C'est-à-dire que de temps en temps, on va tout mettre sur le dos des réseaux sociaux, comme si les réseaux sociaux, c'est une espèce de monstre existant, vivant, tout seul, et qu'il n'y avait pas des vrais gens derrière. Et que c'est pour ça que c'est super ce que vous dites toutes les deux, c'est qu'en vrai, ce qu'il faut, c'est travailler sur des valeurs de respect, de communication non violente dans la vie tout court. Parce que c'est vrai, nous, au CIDFF, on accueille aussi beaucoup d'enfants qui sont confrontés à des situations de violence conjugale dans leur famille et qui, du coup, apprennent à fonctionner avec la violence et qui reproduisent cette violence, soit comme auteur, soit comme victime. Donc moi, je crois que c'est plutôt une éducation à l'image, de savoir de partir du principe que tout le monde part d'un point de vue. Ça n'existe pas, la neutralité. Ne pas rentrer dans un message où on dit « Internet, c'est que danger ». Ou non, mais je pense qu'on est d'accord. Ou Internet, c'est que danger, ou Internet, c'est que liberté. Internet, c'est un outil avec une répercussion, avec une puissance de répercussion énorme, donc fabuleuse et dangereuse. Mais c'est un outil, c'est un vecteur, c'est tout. Les réseaux sociaux sont devenus récemment, enfin depuis quelque temps, un déversoir de haine. Il y a des appels au meurtre, il y a du racisme, de l'antisémitisme, il y a des choses qui font trembler de terreur. Du sexisme. Oui, du sexisme, voilà. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une loi là-dessus pour prévenir justement. Alors la liberté d'expression, oui. Non, mais la liberté d'expression, très bien. Mais le problème, c'est que la liberté d'expression, en France, elle a quand même ses limites. Alors, les lois ne sont pas appliquées parce que c'est dur de les appliquer. Aujourd'hui, on n'a pas de preuves,
C'est-à-dire, demain, malheureusement, une fille, elle se suicide parce qu'elle a posté une photo d'elle sur Instagram où elle était un peu ronde, et elle va se recevoir plein de critiques tous les jours. T'es grosse, t'es moche, va faire du sport, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on n'arrive pas à prouver qu'elle s'est suicidée pour ça. On en déduit. Mais comment on prouve ça, en fait ? Il est interdit en France de menacer de mort. Non, je pense que c'est important qu'on le dise aujourd'hui, ce soir. C'est pas du tout quelque chose. La liberté d'expression en France ne prévoit pas la liberté de menacer de mort. À mon avis, l'idée qu'il y ait davantage de chartres autour de cette question-là est pas inintéressante. Cela dit, je crois qu'elles continueront d'être contournées, comme ça a toujours été le cas. Donc, à mon avis, il faut travailler en amont sur la représentation des femmes dans les médias. Il y a un vrai travail là-dessus aussi. L'idée, c'est pas de plus de répression, mais c'est plus d'éducation. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, je pense qu'effectivement, sensibiliser les enfants et les éduquer au fait que Internet est un espace public, comme on l'a répété dans notre émission précédente, ça, il ne faut pas l'oublier, qu'on soit petit ou grand. Mais justement, faire un travail de responsabilisation pour qu'ils deviennent des utilisateurs avertis, c'est super important. L'anonymat sur Internet, ça exacerbe totalement les bons et les mauvais côtés de chacun, parce que chacun en fait se sent protégé derrière son écran. Il y a une certaine distance qui est établie avec les autres. Moi, je pense beaucoup à certaines femmes sur YouTube qui ont reçu des menaces sexistes, de viol, parce qu'elles ont fait des vidéos. Et qui ensuite ont témoigné, je pense notamment à Marion Seclin, qui a fait une conférence TED là-dessus, pour avoir du soutien et générer plus de soutien qu'ils ont de menaces derrière. Voilà. Michel Serres, dans Petite Poussette, nous explique qu'on est sur un changement de paradigme. Alors que vous, votre génération, vous nous expliquiez que c'est le miroir, c'est exactement comme dans la société. Moi qui ai pris de la bouteille, je peux vous dire qu'on est sur un changement de fonctionnement. Vous ne fonctionnez pas comme nous, seniors, allez, on va dire, nous avons appris à fonctionner. Autrement dit, pour aller vite, Michel Serres explique que vous ne vous souviendrez pas du savoir comme nous, on nous a appris à l'apprendre, mais des chemins d'y accéder. Forcément, puisqu'il est accessible en tout moment et en tout temps, et qu'il est incrémenté en permanence. On est sur une forme de mutation de nos sociétés qui nous impacte sociologiquement dans notre façon de construire notre intellect, de réfléchir, etc. Si on n'est que sur les dangers, on passe à côté de l'excitation terrible qu'il y a à avoir cette caisse de résonance de fou. Et donc, faisons de cette caisse de résonance un lieu de lutte, de mobilisation, d'apprentissage, d'éducation. Utilisons les réseaux sociaux pour éduquer, pour sensibiliser. Et c'est ce qu'on a voulu faire, nous, avec notre compagne. Mais voilà, pour un usage éco-responsable. Merci. Super. Merci beaucoup pour vos témoignages et merci beaucoup d'être venus. On va vous laisser passer au bar par la suite si vous voulez continuer les échanges de manière plus informelle autour d'un petit verre. Et maintenant, nous avons Amou qui vous propose, si vous voulez, un petit verre de bière et du vin, comme ça, vous passez à la caisse. Au travers de vos yeux, ancrés ensemble par la participation active de chacun, un média de proximité. Ligne 16 sera tout d'abord un lien entre les personnes d'un même quartier, mais aussi une ouverture vers l'extérieur, grâce à une diffusion internet, donner à voir une véritable image du quartier, devenir le média. Ligne 16.